Chers amis, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous ce matin pour cette nouvelle rencontre, la 121e de l'Institut Thomas More. Je remercie François Martin qui est en face de nous, qui nous a aidés, qui est l'un des responsables de l'association d'HEC Alumni et qui nous a aidés à monter cet événement, notamment en permettant d'avoir un lien avec Mathieu Bock-Côté qui nous vient de Montréal. Ce matin, nous avons invité à discuter ensemble de l'avenir de la droite. Car derrière le succès électoral du dernier scrutin départemental, il nous semble que les sujets d'inquiétude et de doute sur sa reconstruction sont nombreux. J'en liste 4 rapidement. Il convient d'abord de dire que les résultats des 22 et 29 mars dernier traduisent, me semble-t-il, davantage une sanction forte contre la gauche au pouvoir qu'une réelle adhésion à la droite. On ne sache pas, en effet, que les leaders de l'opposition échappent à la défiance généralisée des Français à l'égard de leurs responsables politiques. Ensuite, et de manière plus fondamentale, force est de constater l'immense difficulté de la droite à dire qui elle est, quelles sont ses valeurs, quelle vision elle a de la France, de son identité et de son avenir. Si elle est tombée dans le piège idéologique de la gauche qui mène depuis 40 ans, comme le soutient Mathieu Bock-Côté, je cite, une révolution idéologique et politique qui ne dit pas son nom, si elle est bel et bien tombée dans ce piège, comment peut-elle en sortir? Comment doit-elle se refonder pour offrir une alternative politique forte et crédible aux Français? En effet, derrière tout débat politique qui occupe l'actualité, par exemple la loi santé qui sera discutée cet après-midi, votée cet après-midi à l'Assemblée nationale, derrière tous les sujets, il y a une vision de l'homme comme personne et de l'homme dans la cité, de sa liberté et de son autonomie, et on se demande aujourd'hui en quoi cette vision de l'homme, celle de la droite, diffère ou pas de celle de la gauche. Troisième sujet d'interrogation qu'on tâchera de ne pas esquiver ce matin, le problème posé à la droite par le Front National, car même si le programme économique et le réservoir électoral du Front National ne le situe plus vraiment ou plus seulement à droite, force est de constater qu'une part grandissante de l'électorat de la droite, par ras-le-bol et par exaspération, est tentée par l'alternative qu'il représente. Nous sommes nombreux à penser que la montée du Front National est d'abord le résultat de l'incurie de la droite, mais encore faut-il l'analyser et formuler des réponses crédibles. Enfin, quatrième doute, celui qui concerne les hommes. Alors Madeleine de Gessé peut-être me dira qu'elle en est elle-même un démenti vivant, mais quand même globalement, la droite, comme les autres partis politiques, a du mal à renouveler ses cadres et ses dirigeants. Je le disais, maladie très propre au fonctionnement de l'ensemble de l'élite administrativo-politique française, que la droite partage donc avec la gauche. Mais à cela s'ajoute à droite le goût, le rêve, le fantasme parfois du grand homme, du sauveur ou du chef. La fascination à droite pour la figure de Vladimir Poutine actuellement m'en semble un indice frappant. Ce réflexe, me semble-t-il, ne facilite pas l'émergence de nouvelles têtes et ce faisant possiblement de nouvelles idées. Alors pour évoquer ces questions et sans doute d'autres que vous pourrez apporter au débat, et tenter d'apporter donc des éclairages, on a choisi d'inviter ce matin non pas des professionnels de la politique, mais de jeunes personnalités pleines d'avenir. C'est peu dire que les lignes bougent à droite depuis quelques années et que les initiatives foisonnent. De fait, encore une fois, une nouvelle génération d'intellectuels et d'acteurs engagés apparaît. Nous sommes donc heureux d'en accueillir 3 brillants représentants ce matin que je vous présente rapidement. Tout d'abord, Mathieu Bock-Côté. Vous êtes sociologue, docteur de l'Université de Montréal, chargé de cours à HEC Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal. Le public français vous a découvert depuis un an, je crois maintenant, un peu plus, à travers vos chroniques hebdomadaires sur le Figaro Vox. Vous passez quelques jours à Paris et donc j'ai dit tout à l'heure, on est très heureux de pouvoir vous accueillir et vous écouter ce matin. Les sujets qui vous passionnent sont l'avenir du conservatisme occidental et la mutation de la démocratie dans nos pays depuis les années 60. Vous défendez une vision forte qui est en un mot l'idée d'une confiscation par la gauche idéologique de la démocratie qui tente à faire de moins en moins place au pluralisme et à l'expression de choix idéologiques différents. Vous nous direz comment cette thèse s'applique selon vous particulièrement à la France et comment la droite peut et doit réagir pour sortir de ce piège. Puis nous nous tournerons vers vous, Madeleine de Gessé. Vous êtes l'un des fondateurs et le porte-parole de Sens Commun. Sens Commun est ce mouvement qui compte pas mal d'amis, je crois, dans cette salle, sorti de la vague née contre le mariage pour tous il y a 3 ans et qui a choisi de s'engager en politique, à l'UMP en l'espèce, pour tâcher de changer les choses de l'intérieur. Vous nous ferez part de votre expérience, certes encore récente, mais qui a le grand mérite d'être concrète et opérationnelle. Vous avez fait le choix de mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Qu'espérez-vous de l'UMP sur la question du mariage homosexuel, mais sur d'autres sujets aussi? Comment voyez-vous son évolution depuis 2012 et surtout dans les 2 ans qui viennent, pour les 2 ans qui viennent, d'ici 2017? Comment comptez-vous peser sur la ligne politique du parti et imposer votre point de vue? On parlera de tout ça. Et puis, nous passerons la parole au cher Louis Manaranche,
Oui, je vous vois pour l'occasion, hein, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire, maître de conférence à l'Université de la Sorbonne. Chargé de cours. Pardon, chargé de cours. Vous êtes président de Fondé Demain, autre mouvement connu et reconnu aujourd'hui et né du grand espoir qui s'est levé il y a 3 ans. Vous venez de publier au mois de janvier un petit livre intitulé Retrouver l'histoire, je vous le montre et vous recommande évidemment la lecture, publié au CERF. Ce petit livre montre l'importance du passé pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Vous nous direz pourquoi il est impératif, dans les combats politiques que nous avons à mener, de redonner sens et vie à notre histoire. La droite a oublié que le combat culturel précède le combat politique, et vous invitez avec force dans ce petit livre à réinvestir ces sujets et ces questions. Mathieu Bocoté, je vous transmets le micro. Alors, bonjour à tous et merci infiniment pour cette invitation qui me touche et m'honore. Le thème de ma présentation, je prendrai en fait la question qui nous est posée dans l'autre sens. C'est-à-dire, je réfléchirai moins sur ce que peut et ce que devrait être la droite, ce que pourrait être ou devrait être la droite, mais je chercherai à voir plutôt comment, sur 4 décennies environ, non pas en faisant l'histoire, mais en voyant le résultat, l'espace politique dans lequel nous évoluons, et ça c'est vrai, on pourrait dire en France, mais bien au-delà de la France, dans la plupart des pays occidentaux, d'une manière ou de l'autre, on peut trouver un phénomène semblable. Comment on assiste finalement à une redéfinition en profondeur de ce que nous entendons par la référence à la démocratie. Une redéfinition en profondeur de notre référence au peuple. Une redéfinition en profondeur, et là je utiliserai chaque fois la même formule, de notre conception du pouvoir, de l'identité collective. Et comment, à partir de cette espèce de redéfinition, cette espèce de changement de régime qui n'a pas dit son nom en l'espace de 40 ans, changement de régime, j'entends par là que le principe de légitimité qui fonde nos institutions a été profondément transformé. Comment, à partir de là, se redéploie l'espace politique à partir d'un principe assez efficace, ou je dirais aussi efficace que malheureux, qui est ce qu'on pourrait appeler la pathologisation du conservatisme. Par la pathologisation du conservatisme, on pourrait, je le dirais d'une formule ici, c'est cette manière de le définir par la multiplication des phobies qui servent à nommer ses préférences. Vous pouvez au choix être homophobe, islamophobe, transphobe, europhobe, et d'autres phobies viendront dans les années à venir, ne vous inquiétez pas, et vous en serez tous après. Alors, que vous le vouliez ou non. Alors, point de départ, cela dit, alors je ne vous infligerai pas une histoire de la gauche depuis mai 68 parce qu'elle est bien connue, j'en donne simplement les grandes références. À partir de ce qu'on appelle les Radical 60s en Amérique du Nord, à partir de mai 68, pour reprendre la référence française, on assiste à une mutation en profondeur de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire progressiste. Fondamentalement, l'imaginaire progressiste en Occident, surtout à partir du moment où il s'était accouplé avec le marxisme, promettait une révolution naturellement économique et qui était portée par la catégorie, l'exclu principal, la chair à canon révolutionnaire désignée par le marxisme, c'est-à-dire l'ouvrier, bien évidemment. Et ce qu'on commence à constater dès les années 50, et on pourrait dire, soit dit en passant, que Lénine l'avait déjà vu à sa manière, et bien d'autres l'avaient vu, c'est que l'ouvrier, lorsqu'on lui demande s'il veut véritablement jouer le rôle de chair à canon révolutionnaire, il dit non merci, pourriez-vous plutôt augmenter mon salaire? Ça m'intéresse bien évidemment d'être la classe élue de l'histoire, mais pas à ce point. Alors on assiste, il y a cette espèce de constat, c'est-à-dire la classe élue, la classe messianique ne fera pas le travail. Et si on veut une révolution, il va falloir se tourner vers de nouvelles catégories porteuses de cette promesse révolutionnaire, d'une forme de conception religieuse de la politique. De la même manière, la conception de la révolution va changer. À l'intérieur du marxisme classique, on peut dire que le monde de la culture, du symbolique, de la civilisation, de la tradition, de l'identité, de l'héritage, on connaît le terme, c'était super structurel. C'est-à-dire tout ça, ça pouvait à la rigueur compter pour les gens, mais ce n'était pas fondamentalement déterminant dans la marche de l'histoire. À partir des années 60, en Amérique comme en Europe, on assiste à une mutation véritablement de ce projet progressiste. On commence à prendre au sérieux finalement les questions qui étaient autrefois secondaires, qui étaient d'ailleurs associées au front secondaire dans le langage du marxisme, c'est-à-dire les questions culturelles, identitaires et ainsi de suite, remontent à la surface comme le nouveau lieu à partir duquel il est possible de penser une action politique révolutionnaire. Et qui pourra porter cette promesse révolutionnaire dans la mesure où ce ne sont plus les ouvriers qui par ailleurs ont trahi. Quand on lit les auteurs, mon Dieu, heureusement on ne lit plus trop, sauf quand on a des tranches passions comme moi, quand on lit Marcuse, quand on lit Poulanzas, quand on lit les auteurs de l'époque, il y a un sentiment de trahison,
c'est-à-dire le peuple nous a trahis, donc nous nous retournerons contre lui, il est désormais porteur d'oppression. C'est une formule qui revient de plusieurs manières dans les textes des années 60, 70, mais même à partir des années 50, on peut le retrouver à quelques endroits. Quoi qu'il en soit, il va falloir trouver le nouveau sujet révolutionnaire. Fondamentalement, nous le savons, ça va être les différentes minorités qui se poseront comme victimes ou persécutées de la civilisation occidentale. Donc on change de cible d'une certaine manière. Il y avait d'abord le capitalisme, et puis on va se tourner vers la civilisation en elle-même, et le mot de code qui remonte de l'époque en dit beaucoup. La notion de contre-culture, j'emprunterai ici la formule du sociologue américain Irving Kristol, il nous disait, prenons au sérieux la notion de contre-culture. Ça consiste à être contre la culture. Contre la culture telle qu'elle s'est instituée, telle qu'elle s'est pensée comme civilisation, telle qu'elle s'est pensée comme héritage. Et à partir de là, on va assister à une inversion, fondamentalement, du rapport qui est entretenu avec notre civilisation. Notre civilisation apparaissait naturellement comme un héritage précieux à transmettre, d'abord à conserver, à transmettre, à améliorer, bien évidemment, à rénover, à transformer. Eh bien, on va assister à un renversement de notre rapport à la civilisation. Il ne faudra plus la préserver, la transmettre. Il faudra désormais s'en extraire et empêcher sa reproduction, pour emprunter un autre terme au vocabulaire de l'époque. Empêcher sa reproduction, empêcher finalement que les grands référents anthropologiques, culturels, politiques, qui définissaient fondamentalement l'expérience politique occidentale, soient désormais transmis. Pourquoi? Parce qu'ils auraient fondamentalement aliéné l'homme. Petite question, je parle toujours au rythme d'une mitrailleuse. Ça va ou on me comprend mieux? Parce que l'accent plus la mitrailleuse, ça peut être étrange. Ça va très bien. Alors, quoi qu'il en soit, on va assister à une mutation du progressisme qui, en l'espace d'une trentaine d'années, va élaborer un nouveau projet politique, mais un nouveau projet politique, je dirais un nouveau projet politique assez intégré. Quand on s'intéresse aux années 60-70, on voit bien évidemment la multiplication des critiques radicales particulières. Donc on va critiquer la prison, on va critiquer l'hôpital psychiatrique, on va critiquer la famille, on va critiquer la nation, on va critiquer l'État, on va critiquer en fait toutes les institutions qui étaient d'une certaine manière fondaient une certaine idée de la rationalité, une certaine idée de la tradition dans les pays occidentaux. À partir des années 80, mais plus encore des années 90, ces différentes subjectivités minoritaires, ces différentes minorités auto-victimisées, du moins qui se représentent comme telles, ou à tout le moins qu'on cherche à représenter comme telles, vont se rassembler sous un nouveau parapluie théorique ou idéologique qui sera celui de la diversité. Le principe de diversité, s'il est aussi présent dans nos sociétés, bien évidemment, si on parle de diversité idéologique, diversité des origines, ça ne cause problème pour personne. La notion de diversité, ici, cela dit, a une toute autre portée, telle qu'elle est utilisée dans nos sociétés. Elle se pense comme fédération des luttes ou point de rassemblement de ces luttes issues des Radical 60s, visant à faire le procès fondamentalement des grandes institutions dominantes du monde occidental. Alors tout ça, c'était mon introduction, faisant le portrait, en gros, de ce renversement du rapport à la civilisation qui est le nôtre. Et là, je cherchais à examiner deux des grandes mutations, finalement, que nous vivons, dont nous héritons politiquement aujourd'hui de cette dynamique, présente partout, encore une fois, dans les sociétés occidentales. Ne nous trompons pas chaque fois que nous croyons que tout nous arrive chez nous, mais vous inquiétez pas, ça va nécessairement plus mal chez le voisin. À tout le moins, c'est l'expérience que j'en ai. Quand on s'intéresse, par exemple, au débat politique français, la France est quelquefois certaine d'être atteinte de certains fléaux. On peut nous dire, attention, les Danois, les Québécois, les Américains, les Italiens ont les mêmes problèmes aussi. Donc chacun mérite, n'est-ce pas, le privilège, chacun de se croire le plus malheureux de tous. Quoi qu'il en soit, deux grandes mutations. Mutation première, la mutation anthropologique, véritablement. Je l'ai dit, s'il faut bloquer les mécanismes ou à tout le moins la logique de la transmission culturelle, s'il faut en finir avec la logique qui assurait d'une certaine manière le principe de la durée au cœur de nos institutions, c'est parce que derrière ça, il y a aussi un rapport trouble à l'idée de civilisation. Est-ce que la civilisation, fondamentalement, nous civilise? C'est-à-dire qu'est-ce que, fondamentalement, elle permet, par l'appropriation d'un patrimoine de référence partagé, elle permet d'humaniser l'homme? Ou est-ce qu'inversement, on doit voir dans la civilisation une forme d'aliénation dont l'homme doit systématiquement s'extraire pour pouvoir révéler son authenticité, pour pouvoir révéler son identité véritable? Autrement dit, est-ce qu'on accède à soi-même par la médiation de la civilisation, ou est-ce qu'on accède à soi-même en se désaffiliant de tous les grands référents anthropologiques, politiques, culturels auxquels on peut penser? On le voit on le voit très bien dans cette tentation aujourd'hui de penser toute forme de différence culturelle, substantielle ou positive sur le mode de la discrimination. On le voit très bien dans cette idée
on le voit aussi dans la pédagogie, par exemple, à l'école, où il s'agit moins de transmettre, encore une fois, culture et référence, œuvre, mémoire, qu'il s'agit pour l'individu d'aller au fond de lui-même en ne se laissant pas écraser par la violence symbolique d'une société imposant ses codes culturels à chacun. Mutation anthropologique parce que c'est notre conception de l'être humain qui change fondamentalement. Et ça se donne très bien aujourd'hui dans un débat comme celui lié à la fameuse théorie du genre qui, croyez-moi, contamine toutes les sociétés. La théorie du genre, vous en débattez chez nous et nous la subissons chez nous parce qu'il est moins possible en ces matières de la critiquer de mon côté de l'Atlantique. Tout le monde peut la critiquer, mais sans trop d'écho. Quoi qu'il en soit, quelle est le propre de la théorie du genre? Ça consiste à porter au cœur de la cité un fantasme d'auto-engendrement. L'individu ne doit plus être déterminé de quelque manière que ce soit par un héritage ou par une empreinte naturelle. Et pourquoi la théorie du genre est si importante? Parce qu'elle entend faire exploser la dernière référence naturelle au cœur de l'ordre social. Référence naturelle, je n'entends même pas des rôles sociaux genrés, comme on dit, mais la simple présence de la différence sexuelle reconnue dans la société comme étant quelque chose de positif et non pas comme étant le fruit de quelque chose comme une grande conspiration patriarcale. Donc la différence sexuelle qu'on cherche à faire exploser de bien des manières, mais on pourrait pousser ça plus largement. La figure même aujourd'hui, vous le verrez, du citoyen du monde, qui remplace la figure d'un citoyen membre d'un corps politique, la figure du citoyen change fondamentalement. Le citoyen, traditionnellement, peut-on dire, devait s'inscrire dans un corps politique, et c'est par l'appartenance à l'histoire propre à ce corps politique qu'il devenait citoyen, qu'il s'appropriait quelque chose comme une expérience historique. La figure du citoyen, donc, il avait une identité, une mémoire, il savait dire « nous ». La figure du citoyen, idéal d'une certaine manière, est bouleversée depuis quelques années, depuis quelques décennies en fait. Le citoyen du monde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est un orgueil on pourrait dire, de la désappartenance ou de l'inappartenance. C'est l'orgueil de ne jamais se laisser enfermer ou même définir ou même saisir, ne serait-ce que partiellement, par une communauté politique particulière qui l'obligerait envers d'autres que lui-même. Et à partir de là, on le voit très bien dans tout le discours sur les identités multiples. Vous entendez souvent ça probablement, le discours sur des identités multiples, complexes, labiles, changeantes, métissées, hybrides. Ce qu'on entend par là, bien évidemment, c'est la possibilité pour l'individu de toujours se délier de tout héritage et de se penser lui-même, on prendra la formule de Foucault ici, comme œuvre d'art, mais plus largement la possibilité de s'auto-créer, se délivrant de toute forme d'assignation identitaire héritée. Alors, mutation anthropologique, on pourrait développer ça plus longtemps, mais je m'intéresserai surtout à la question de la mutation du régime politique qui accompagne cette révolution idéologique. Dans la mesure où il faut déconstruire les représentations sociales dites dominantes pour permettre aux figures marginales d'apparaître dans leur authenticité, dans leur liberté, eh bien, on va assister notamment à la déconstruction d'un concept pourtant central dans la philosophie démocratique, la notion même de peuple. Il n'y a plus de peuple. La notion même de peuple est condamnée. Pourquoi? Parce que derrière la notion de peuple, il y a la notion de commun. C'est-à-dire ce qui, au-delà de nos différences, de nos sentiments singuliers, de nos particularités, le sentiment de partager, encore une fois, un corps politique englobant. Eh bien, la notion de peuple, en fait, explose, ou on cherche à la faire exploser, en fait, parce qu'on ne veut désormais y voir qu'une relation strictement de pouvoir entre majorité oppressante et minorité en désir de libération. Donc le peuple n'existe plus qu'à travers la figure d'une majorité numérique, d'une majorité démographique, et on assiste d'ailleurs, dans tous les débats autour du multiculturalisme dans les pays occidentaux, c'est quelque chose d'assez frappant. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, par exemple, de société d'accueil porteuse d'une histoire forte à laquelle l'immigrant devrait s'intégrer en apprenant à dire « nous » avec le pays qui accueille. On va plutôt dire, on va communautariser la nation d'accueil, qui ne sera plus qu'une communauté parmi d'autres, et toutes les communautés, la communauté majoritaire tyrannique et les communautés minoritaires en voie de libération, ne pourraient se rassembler qu'autour d'une culture commune des droits de l'homme. La culture commune des droits de l'homme deviendra le nouveau projet auquel s'intégrer, mais il n'y aura plus quelque chose comme un peuple défini comme communauté de mémoire et de culture s'exprimant politiquement. Il n'y a plus de peuple et à travers ça, vous le noterez bien,
il n'est plus possible de penser quelques normes substantielles que ce soit dans l'ordre social sans immédiatement y voir comme l'expression d'une tyrannie de la majorité. Il n'y a plus de normes possibles autres que procédurales. Les seules normes que nous pouvons partager, ce sont des références juridiques permettant à chaque individualité de s'exprimer dans son authenticité. Mais l'idée de normes communes, d'une expérience historique commune dont on pourrait tirer quelques normes, ne tient plus. Ce serait la figure de la tyrannie de la majorité. À partir de là, on l'aura compris, la conception que nous avons de la souveraineté populaire ne tient plus. Parce que pour que la loi de la majorité puisse exister en société, il doit y avoir derrière cette majorité qui, d'une élection à l'autre, peut changer, il doit y avoir le sentiment, encore une fois, d'un commun. Le sentiment d'une expérience commune, ce qui fait que le jour où je me retrouve dans l'opposition, eh bien, ce n'est pas grave parce que dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, je serai au pouvoir, et ainsi de suite. La nation créait les conditions, la nation, l'État-nation, ou c'est pour ça la figure de la nation dans la modernité démocratique, la nation créait les conditions, finalement, d'un exercice de pouvoir, d'un gouvernement du collectif, d'un autogouvernement du peuple par lui-même. Eh bien, ça tombe dans la mesure où, lorsque le peuple décide, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement une majorité tyrannique écraser les autres. On le voit, par exemple, dans des débats, dans les débats sur la définition de la famille, dans les débats sur la définition de la nation, dans les débats sur la définition de l'identité collective. On dira chaque fois pourquoi cette identité, ou cette norme, ou cette culture doit-elle prédominer sur les autres. Et à partir de là, on assiste à une forme de transformation de l'égalitarisme. Nous passons d'un égalitarisme classique, social, qui avait ses vertus à certains égards, c'est-à-dire qui consistait à vouloir tirer les plus faibles de leur position de précarité. On passe à un égalitarisme identitaire, qui consiste à dire que dans l'espace public, toutes les identités ont un statut équivalent, sauf une peut-être, l'identité dite majoritaire, qui n'existe qu'en tant qu'identité persécutrice. Bon, il faut bien qu'il y ait un méchant. On va assister aussi à partir de là à une judiciarisation du pouvoir, une judiciarisation du politique, partout présente, dans la mesure où on ne croit plus le peuple habilité à se gouverner, dans la mesure où on ne croit plus aux vertus des institutions représentatives porteuses d'une souveraineté, eh bien on va se tourner de plus en plus vers les tribunaux, désormais gardiens des droits de l'homme, dont la définition s'étend par ailleurs considérablement. Les droits de l'homme, c'est une idée fondamentale, mais lorsqu'elle s'applique jusqu'au droit de l'homme, avoir le droit à avoir du plaisir, le droit à avoir un financement public de chacune de mes préférences, quelle qu'elle soit, et ainsi de suite. Donc la notion des droits de l'homme s'étend considérablement et restreint le domaine de la souveraineté populaire. Et ça, on le voit beaucoup, par exemple, je donne un exemple tiré de chez nous, dans les débats sur les accommodements raisonnables, on appelle ça, ou les débats sur l'identité collective. Eh bien, chaque fois que le gouvernement québécois peut penser, bien parfait, on va poser cette politique, cette mesure pour chercher à intégrer à l'identité québécoise les nouveaux arrivants, on se fait répondre non, ça ne relève plus de la souveraineté parlementaire, ça relève plutôt des tribunaux, gestionnaires ou héritiers de la Charte des droits. Et autrement dit, on assiste à une espèce de basculement de plus en plus de thèmes politiques importants vers les tribunaux pour éviter que le peuple ne s'en empare, car nous le savons, le peuple est populiste. Et on assiste finalement, avec cette logique toujours, à un désir qui consiste en dernière instance à reprogrammer le peuple. Car qu'est-ce que nous constatons de mille et une manières? C'est que le peuple, catégorie vague et indispensable, ne désire pas particulièrement se faire refonder malgré lui. Quand on lui apprend qu'il doit changer d'identité pour s'ouvrir à l'hybridité métissée, moderne, multiculturelle, cosmopolite, alléluia, il me dit, mais pourquoi? Il n'est pas illégitime de préserver, par exemple, certains modes de vie. Il n'est pas illégitime de s'inscrire dans la durée d'une histoire. Il n'est pas illégitime de s'inscrire dans la continuité d'une expérience historique. Donc, qu'est-ce qu'on cherchera à faire? Constatant que ce projet politique que je viens de décrire ne suscite pas un enthousiasme exagéré dans la population, eh bien, on va travailler à la reprogrammation du peuple. Voilà pourquoi j'ai utilisé une fois à propos d'une conférence, d'un texte que j'écrivais de mon côté de l'Atlantique, je disais, à défaut de convaincre le peuple, fabriquons-en un nouveau. Et on le voit beaucoup à l'école, par exemple dans les nouveaux programmes d'histoire, dans les nouveaux programmes des différentes éducations disponibles, appelons ça éducation normative, où il s'agit fondamentalement de de contourner le peuple existant et d'en fabriquer un nouveau dans l'école transformée en laboratoire du nouveau régime. Alors, à travers ça, qu'est-ce qui s'est imposé? Eh bien, une nouvelle conception de la démocratie. Une nouvelle conception de la démocratie assez singulière, parce que c'était une démocratie fondée sur la négation d'abord de la souveraineté populaire, ensuite de l'existence même du peuple, ensuite de la communauté d'histoire rendant possible le fait de partager quelque chose en commun. Et je conclurai avec une réflexion très brève
sur qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue de ceux qui s'opposent à cette dynamique, à ce nouveau régime, parce que j'insiste pour dire qu'à mon avis, c'est un nouveau régime qui s'est imposé dans nos sociétés. Et bien à partir de là, on va assister à une pathologisation, je l'ai dit, de la dissidence, à une psychiatrisation du désaccord. Il n'est plus possible, devant le nouveau régime qui s'installe, de s'y opposer autrement qu'à la manière, je dirais, de la critique libérale modérée. En gros, le système est le suivant. Vous devez être d'accord avec nous, mais si vous tenez à être à droite, pour reprendre le vocabulaire français, si vous tenez à être à droite, eh bien, vous le serez avec un souci supérieur de gestion d'un modèle de société que vous ne partagez pas. Donc, vous devez gérer nos normes, mais si vous voulez gérer avec plus de rigueur le budget, ça va. Mais pour le reste, s'il y a une contestation du principe même du nouveau régime, s'il y a une contestation du principe même de ce renversement de notre conception de la démocratie, eh bien, les codes de la légitimité politique se sont transformés à un point tel qu'il y a une forme d'extrémisation du désaccord. Non pas parce que les gens sont extrêmes, souvent, mais parce qu'on considère que le point de vue de la contestation du nouveau régime est fondamentalement illégitime. De là, je l'ai dit, la tentation de la phobie pour nommer un nombre croissant de désaccords dans nos sociétés. Et cette manière de parler de phobie, ça consiste en fait à exclure du champ de la rationalité, de la vertu et même de la santé mentale, finalement, ceux qui exprimeraient des doutes significatifs, profonds et fondés sur le nouveau régime qui est le nôtre, dont nous avons hérité. Donc c'est ma vraie conclusion ici. Nous avons un nouveau régime et par définition, un régime configure les possibles politiques. Un nouveau régime configure les possibles politiques, c'est-à-dire il définit quel est l'adversaire légitime et quel est l'adversaire illégitime. Il dit voilà avec qui nous acceptons de parler et voici qui nous refoulons dans les marges en le traitant d'extrémiste. Et on constate de ce point de vue que celui qui pouvait être, appelons ça, celui qui était au centre avant-hier est passé à droite hier et peut-être quelquefois à l'extrême droite aujourd'hui sans avoir bougé. Sans avoir bougé, mais pourquoi? Mais parce qu'on aura véritablement à travers ça redéfini le tolérable et l'intolérable, l'acceptable et l'inacceptable dans la démocratie post-68arde. Alors si je me permets une phrase finale, ce serait tout simplement qu'il n'y a pas de contestation possible du nouveau régime, je dirais, sans contester d'abord le récit qu'il a mis au monde, cette idée qu'il y a une espèce de grande noirceur avant 68 et une immense libération ensuite. Donc contestation du grand récit, contestation aussi des termes de la respectabilité démocratique qui nous sont proposés. Quiconque cherche à se définir politiquement en se faisant reconnaître un certificat de respectabilité par son adversaire est condamné en dernière instance à adopter sa politique. Alors ce sera mon mot final. Je vous remercie pour votre attention. Bravo. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté. Le micro est près de vous, Madeleine de Gessé, saisissez-le. Pour une question simple, après ce panorama, c'est la question de Lénine, que faire? Non mais donc, vous avez fait le choix de l'engagement politique au sein de l'UMP. Dites-nous d'abord, naturellement, comment vous réagissez à ce panorama brillamment dressé par Mathieu Bock-Côté et comment, très concrètement, dans l'action politique dans laquelle vous avez fait le choix de vous engager, vous arrivez, ou vous rencontrez des difficultés à faire entendre votre vision, votre discours, vos analyses qui sont, je le rappelle, de sens commun. Alors, je me sens un peu en sandwich entre deux éminents intellectuels. Mon point de vue sera beaucoup plus pratico-pratique. Vous avez dit donc les mains dans le cambouis. D'avant, je vous prie de m'excuser si tout de suite on redescend un peu dans la terre ferme et un peu boueuse parfois. Je vais peut-être retracer la jeunesse de Sens commun. J'ai été moi-même assez engagée au Veilleur. Il se trouve qu'au Veilleur, on lisait plusieurs textes, on méditait sur plusieurs textes, et nous avons un texte de Chantal Delsol. Alors, je ne savais pas que vous seriez là ce matin, donc je pensais pouvoir me contenter d'une citation très très approximative. Je vais quand même le faire, vous me corrigerez. Mais dans ce texte, vous opposiez à l'homme du progrès qui se réfugie dans le monde chaud et clos de l'utopie, l'homme de la vigilance qui sait qu'il a le monde en charge, voilà, présent et avenir mêlé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup l'expression conservatisme, ou du moins, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je la juge anti-stratégique. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy la déteste. Alors, si vous sortez le mot conservateur devant lui, c'est voilà. Il la juge anti-stratégique précisément parce que vous parliez d'une diabolisation, ou du moins d'une psychiatrisation.
c'est un terme qui l'a été beaucoup trop aujourd'hui. Je préfère cette notion de vigilance et l'idée de dire qu'au fond, il ne s'agit pas simplement de conserver le passé pour conserver le passé, mais de conserver le passé pour préserver l'avenir. Et qu'il n'y a pas d'opposition systématique au progrès, mais le progrès sera d'autant plus juste, d'autant plus droit que les fondamentaux seront eux-mêmes forts et fortement reconnus. Au fond, je pense que c'est un peu cette idée qui a amené les gens à descendre dans la rue entre 2012 et 2013. Je vais parler de ce mouvement d'opposition à la loi dite Taubira, parce que ça a été en quelque sorte le point de départ de Sens commun, l'acte de naissance de Sens commun. Et ça a été aussi une certaine vision de la politique, ce sentiment, et vous l'exprimiez très justement, d'un éclatement de la notion de peuple et plus largement d'un éclatement de la notion de ce qui nous est commun, du bien commun, au profit d'une approche particulière de la politique. On va faire primer les intérêts sectoriels, les intérêts particuliers sur le bien commun, le bien de tous. Et donc c'est de ce mouvement qu'est né l'espèce d'électrochoc, le réveil des consciences, qu'on a appelé réveil des consciences, qui a amené certaines personnes à se dire, au fond, on aura beau être plusieurs centaines de milliers dans la rue, voire plus d'un million, tant que nous laissons les clés de la maison à d'autres, notre action sera extrêmement limitée. Je ne dis pas qu'elle est inefficace, la Manif pour tous a une fécondité énorme et qu'on ne mesure pas encore, mais il y a deux actions complémentaires et je pense qu'il faut une action intérieure aussi. Et beaucoup de personnes se sont dit, au fond, nous sommes tous responsables de cette situation parce qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Et depuis trop longtemps, on a déserté ce champ de la politique. Il est temps de s'y investir à nouveau pour essayer d'avoir des relais politiques plus actifs, plus efficaces à l'intérieur, parce qu'au fond on a pu observer une mobilisation, voire une surmobilisation de la société civile, des citoyens lambda, et une mobilisation politique beaucoup plus timorée, beaucoup plus craintive, précisément parce qu'elle est directement exposée aussi au champ médiatique, aux préjugés médiatiques, aux jugements médiatiques, qui sont très culpabilisants sur ces questions-là. Et donc on était une poignée, on était 5 au départ, et on a décidé de lancer cette initiative politique pour faire en sorte que les gens ne rentrent pas chez eux comme s'il ne s'était rien passé, parce que je pense que ce que nous avons vécu entre 2012 et 2013 était ce qu'on appelle en grec, je ne veux pas être pédante, mais c'est un moyen pour moi de lutter contre la réforme du collège, un kairos. Donc c'est un moment opportun, cette occasion qu'il faut saisir parce qu'elle ne se représentera pas nécessairement, un concours de circonstances. Je pense qu'on a vécu un kairos qu'il fallait le saisir. Et donc nous avons décidé de lancer Sens commun. Pourquoi commun? Précisément pour lutter contre cette parcellisation de l'approche politique et de la notion d'intérêt. Alors, c'est posé bien évidemment la question de l'autonomie ou du fait de rejoindre un parti. C'est généralement là que le bas blesse, généralement. Alors, pourquoi pas l'autonomie? Parce qu'on s'est dit que la politique, ce n'est pas de l'endogamie, ce n'est pas faire de l'entre-soi, de brosser dans le sens du poil et rester dans ses salons bien au chaud. C'était aller à la rencontre de l'autre, de personnes qui ne pensent pas nécessairement exactement comme vous, mais que vous aurez le devoir de convaincre, d'essayer de persuader, notamment à travers votre exemplarité. On est généralement très très bon pour faire la morale aux hommes politiques, de manière parfois pas très fine, pas très maligne. Et c'est pas comme ça que ça marche. Les hommes politiques nous disent très souvent, quand il s'agit de faire la morale, vous êtes très bon, mais quand il s'agit de s'engager sur le terrain et de nous aider aussi, il n'y a plus personne. Et donc c'était un moyen aussi de répondre à cette critique-là. Et puis on était persuadés que ce que portait Sens commun, au fond, était attendu par énormément de Français, et par des Français aussi qui n'avaient pas nécessairement manifesté contre le mariage pour tout, ce qui ne voulait pas dire qu'il était pour. Puis s'est posée la question de l'UMP. Pourquoi l'UMP? Alors l'UMP n'avait absolument rien de ragoûtant à l'époque, puisqu'il y avait puis toujours certains vont dire, puisqu'il y avait cette guerre des chefs entre Copé et Fillon, il y avait ces scandales financiers qu'on voyait arriver, bref. Mais là encore, je parlerai de kairos et j'ajouterai même un autre terme, le moment de crise, crisis, le grand grec, vous savez, krino, ça veut dire discerner. Or, ces moments de crise sont les moments aussi où on va pouvoir discerner l'identité d'un mouvement politique.
revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire prendre le temps de se demander au fond ce qu'est la droite, quel est le socle commun de la droite, quelle est la vision que nous portons. Et donc, on s'est dit qu'il y avait là une fenêtre de tir, qu'en entrant à l'UMP, nous n'aurions affaire à allégeance à aucun chef, puisqu'il n'y avait aucun chef déclaré à ce moment-là, et que nous pourrions participer à l'élaboration du programme en vue de l'alternance en 2017. Et il n'était pas question de laisser l'élaboration de ce programme à d'autres. Encore une fois, il faut se sortir de la tête l'idée qu'un parti politique est une entité surnaturelle qu'on ne parviendra jamais à changer. L'UMP, comme tous les partis, c'est d'abord ce qu'on en fait. Et ça dépend en grande partie des militants qui s'y trouvent. Et c'est d'autant plus vrai dans les mois à venir que Nicolas Sarkozy souhaite mettre en avant cette notion de démocratie participative, notamment pour l'élaboration du programme des propositions. Donc nous avons frappé à la porte de l'UMP, nous avons monté notre programme. Je le dis parce que souvent on nous accuse d'être des rabatteurs de l'UMP. Je précise que nous n'étions pas encartés et que nous n'étions pas engagés en politique jusqu'à présent. Donc nous avons frappé à la porte de l'UMP, Jean-François Copé nous a ouvert la porte en disant très bien, vous venez, mais il ne s'agira pas de vous laver les mains après m'avoir serré la pince. Ne vous inquiétez pas, on est là pour travailler. Et au départ, je pense qu'ils nous regardaient de manière un peu incrédule en disant dans 2 mois, plus personne, on n'en entendra plus parler. De fait, 6 mois plus tard, on était 5 au début, 6 mois plus tard, on était 600, aujourd'hui on est plus de 6000. Plus de 6000, plus de 150 élus, 6 conseillers départementaux aux dernières élections. Pourquoi ? Parce que notre mot d'ordre, c'est réconcilier la politique avec le réel. Et que très souvent, on est excellent pour la formation, pour les groupes de réflexion, les think tanks, mais beaucoup moins bon pour la mobilisation concrète sur le terrain. Or, c'est en étant sur le terrain qu'on met à l'épreuve aussi ses idées, ses convictions. On voit que les choses sont parfois plus compliquées qu'on peut penser. Et c'est surtout au niveau local que la marge de manœuvre est la plus grande. Et puis surtout, il y a eu ces 2 postes qui nous ont été, ces 2 nominations. Moi, comme secrétaire national de l'UMP au programme de formation, et Sébastien Pilard, délégué national aux relations avec les entreprises. C'est très bien parce que ça nous permettait de sortir de cette étiquette, les anciens de la manif pour tous, un peu monomaniaque sur les questions de bioéthique, mais alors le reste zéro. Et je vais vous parler un peu de ce rôle, là encore c'est très pratico-pratique, je suis navrée. En quoi consiste mon rôle à l'UMP ? Typiquement les programmes de formation, j'ai été amenée à faire des kits pour les candidats au départemental. Vous allez dire, ouais, ça ne change pas grand-chose. Mon but c'était de faire en sorte que ces candidats sortent des argumentaires, des propositions qui soient élaborées et en même temps présentées de manière très pédagogique et surtout de manière assez fine. Et j'ai notamment mis dans ce kit un argumentaire sur le programme du FN. Pourquoi ? Parce que j'ai observé que les arguments des candidats UMP, c'est pas de leur faute, parce qu'au fond, l'exemple est montré aussi par les cadres du parti. Ces arguments étaient très souvent des arguments ad hominem, donc un peu idiots. Et l'idée, c'était vraiment de cibler davantage le programme du Front National et le programme de l'adversaire. Autre intérêt de ce poste, c'est de éventuellement peser sur certains points qui vont vous paraître anecdotiques, mais je pense que au fond on pose des jalons et on permet de sensibiliser à certains sujets qui n'auraient pas été évoqués autrement. Il y a un élu MP, je ne citerai pas lequel, je ne vais pas faire de dénonciation, mais qui a dit à un moment, dans le cadre du débat sur l'islam, que toutes les religions ont un problème avec la République. Donc voilà, l'islam devient prétexte finalement à ressortir un peu les vieilles doxas anticléricales. Et pendant la commission exécutive, j'ai pu dire que cette déclaration était impossible à l'UMP. On pouvait la sortir à gauche si on voulait, mais que l'UMP c'était pas possible. Et que ça avait heurté énormément de croyants, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs et musulmans. C'était un débat sur l'islam, donc a priori ils n'étaient pas forcément très favorables. Et je sais que Nicolas Sarkozy est allé voir cette personne en lui demandant de ne pas recommencer et de faire attention à éviter ce genre de sortie. Il y a aussi eu la question des consignes de vote. Sens Commun a sorti une tribune en disant
c'était le second tour dans le Doubs, l'UMP avait appelé les électeurs à voter blanc ou à s'abstenir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un parti qui appelle ses électeurs à s'abstenir de voter, c'est quand même, moi je trouve ça gravissime. Et on a sorti une tribune en disant mais cessons de tomber dans le piège de la gauche du Front républicain et surtout laissons les électeurs libres. On n'a pas à leur imposer quelconque point de vue. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais il se trouve qu'au second tour des départementales, l'UMP n'a pas donné de consigne de vote. Vous allez dire c'est quand même limité. Oui, mais petit à petit, on parvient sur certains points à faire avancer nos convictions, à faire avancer des pratiques peut-être plus saines, plus intelligentes. Notre but à l'UMP, c'était aussi et surtout, et j'y viens, de redonner une colonne vertébrale à l'UMP. Parce que le risque était grand, et il est toujours très grand, malheureusement, que l'UMP fasse des listes à la Prévert de propositions. Que la droite se contente d'être une bonne gestionnaire, c'est ce que d'ailleurs vous disiez, et que finalement elle n'oppose à la gauche que cette bonne gestion, cette bonne approche de la fiscalité, mais sans idéal, sans vision de la France, et surtout que face à la réforme de civilisation de la gauche, la droite n'ait aucune approche ambitieuse de l'homme, aucune vision de l'homme. Et le but de Sens commun, c'était précisément de se mettre au travail et de faire ce travail de réflexion pour redonner cette colonne vertébrale à l'UMP qui lui permettra d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une année électorale très chargée, et le problème c'est que les membres actifs de l'UMP sont très occupés par les élections, par la stratégie, c'est-à-dire par le comment, et beaucoup moins par le quoi et par le pourquoi. C'est-à-dire par l'action. Le problème c'est qu'avant d'agir, il faut se poser et réfléchir à notre identité. Et je le vois, j'assure des permanences à l'UMP environ 3 à 4 fois par mois. Donc je reçois des militants de l'UMP 1 heure. Ils me disent tous la même chose. Ils me disent mais comment voulez-vous créer une dynamique autour de ce parti alors qu'on n'a pas de feuille de route et qu'on n'a pas de ligne directrice. Et donc Sens commun a fait un manifeste qui s'appelle La droite que nous voulons. L'idée, c'était pas du tout d'être exhaustif et de faire une liste à la Prévert de propositions, c'était au contraire pour toutes les thématiques, défense, éducation, Europe, de résumer les grands principes qui nous rassemblent, qui doivent nous rassembler à droite, pour créer à nouveau un idéal commun et redonner un souffle nouveau à l'UMP. Donc on a fait ce manifeste qui a été signé par une trentaine de parlementaires, députés, pardon. Il faut encore progresser. Je suis certaine qu'on peut atteindre un bien plus grand nombre de députés. Parmi ces députés, il y a Gosselin, Guénaud, Vauquier, Mariton, enfin bref, un certain nombre. Et l'étape suivante va être bien sûr de faire en sorte que l'UMP réfléchisse davantage à ses principes fondateurs, et notamment dans les mois à venir, nous engagerons très certainement des actions dans ce sens, parce que, encore une fois, l'UMP va être focalisée sur les élections et très peu sur la définition d'une ligne, et d'autant moins, à vrai dire, qu'il va y avoir les primaires, et qu'à mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une véritable ligne avant les primaires, voire la fin des primaires, d'autant que les candidats gardent en réserve leur vision, leurs propositions, ils ne sont pas débiles, pour éviter que le voisin reprenne leurs idées ou leur programme choc. Et donc, Sens commun va faire en sorte de les acculer un peu, les inciter à se déclarer un peu plus rapidement. Et ce risque est d'autant plus grand aussi que l'objectif de Nicolas Sarkozy, ce qui est louable mais est dangereux aussi, c'est le rassemblement, l'unité à tout prix. Ce qui, du coup, l'amène à ne pas se positionner sur un certain nombre de points au profit de l'unité, notamment entre personnes. Enfin, ça l'amène à jouer au grand écart. Je ne veux citer personne, mais certains cadres de l'UMP seraient peut-être plus à l'aise à l'UDI qu'à l'UMP. D'ailleurs, les militants sont tout à fait d'accord sur ce point. Bref, quelle sera la mission de Sens commun ? Et encore une fois, cette mission est portée par nos militants, puisque chaque adhésion permet d'amplifier la caisse de résonance de ce que nous portons. La première question qu'un homme politique vous pose quand vous venez le voir, c'est combien êtes-vous ? Combien êtes-vous ? Et je pense que c'est cette force militante et cette force collective qui est issue de la société civile, sans leader fort, sans figure phare, qui nous permettra d'apporter un peu de fraîcheur dans le système et surtout de le bousculer et de le surprendre.
Merci. Madame Ducé, gardez juste le micro une minute si Louis le veut bien. Vous avez dit que vous avez des élus locaux. Vous avez dit très justement que c'est sans doute par la base dans les communes, les départements, puisqu'ils existent encore, et peut-être dans les régions à partir de décembre prochain, qu'il faut reconstruire et agir. Est-ce que vous avez, alors tout ça est assez neuf et frais évidemment, mais est-ce que vous avez un peu de retour d'expérience justement d'élus locaux, notamment d'élus municipaux qui ont réussi à imposer des choses, des visions? Je pense notamment aux communes, parce que sur le, excusez-moi d'y revenir sur les sujets pro-famille, le mandat communal est de ce point de vue-là assez idéal. Est-ce qu'il y a déjà des résultats sur ce chapitre-là? Oui. Alors, un exemple qui est Caroline à Asnières. Asnières, le maire de droite a perdu les élections municipales, pas l'année dernière, mais celle d'avant, pour des histoires en plus un peu sombres, financières, enfin bref. Et du coup, Caroline est allée le voir en lui tombant un peu dessus, en lui disant: t'es qu'un pourri, je comprends pas pourquoi tu te représentes, enfin voilà. Et il lui a dit: bah, écoute, je te propose de faire partie de mon équipe parce que j'ai besoin de personnes qui me redonnent un cap, justement, qui n'aient pas la langue de bois et qui m'aident à y voir plus clair. Enfin, voilà. Donc il se trouve que Caroline n'a clairement pas la langue de bois et elle lui a dit: bah, très bien, mais elle n'y croyait pas du tout. Elle se disait: il va m'écarter juste après avoir gagné. Et je trouve qu'il a tenu parole et qu'elle a été maire adjointe à la famille. Mère adjointe déléguée à la famille, ce qui n'est pas rien. Et donc elle était seule de sens commun au départ. Ils sont maintenant 8 dans l'équipe municipale à être de sens commun. Et le maire lui-même a demandé à prendre sa carte à sens commun. Donc, on va analyser le dossier. Et alors, quelles ont été ces réalisations? La première, alors ça va être autour de la famille, hein, forcément. La première réalisation, ça a été de mettre en place une préparation au mariage civil. Il est absurde qu'on mette des mois à passer son permis de conduire, on a passé des tests, enfin bref. Mais alors que pour se marier, en un claquement de doigts, ce soit possible. L'idée, c'était vraiment de promouvoir le modèle de la famille durable et de dire que le mariage engage un certain nombre de droits, certes, mais est un droit, mais engage un certain nombre de devoirs. C'est pas une décision à prendre à la légère. Et donc elle a mis en place cette préparation et elle me dit on est quand même très limité par le fait qu'il y a peu de volontaires pour assurer ces préparations. Et elle me dit l'inertie des gens est absolument décourageante pour des élus. Elle me dit voilà, toutes mes amies sont là, il faut faire ça, et quand je le fais, elle ne me propose pas leur aide pour assurer ces formations. Donc, voilà. Donc, premier point. Deuxième point, ça a été, alors ça relève plus de la bonne gestion, quoique, ça a été la question des crèches. La gauche mise sur le 100% crèche qui coûte très cher à la collectivité, c'est ruineux, qui n'est pas bien assuré et surtout qui incite au fond les femmes à travailler et donc à être beaucoup moins auprès de leurs enfants. Et elle a mis en place un système de mi-temps à la crèche et d'aide aux familles, aux mères qui souhaiteraient passer à mi-temps pour pouvoir s'occuper une demi-journée de leurs enfants, ce qui permet de faire un roulement dans les crèches, ça coûte moins cher à la collectivité et ça permet aux mères de pouvoir rester à la maison un peu et de voir leurs enfants dans les premiers mois du développement de l'enfant qui sont quand même très importants. Deuxième point. Troisième point, il y a eu la question du téléthon. Parce que la mairie d'Asnières donne chaque année, organise une petite journée et redonne les gains au Téléthon. Et Caroline a expliqué que les dons n'étaient pas tracés, que c'était embêtant, que ça pouvait aider la recherche sur les embryons. Et son maire, qui était au départ, qui n'y voyait franchement pas l'intérêt, qui ne voyait pas où était le problème, a fini par envoyer une lettre avec le don au Téléthon en demandant à ce que ces dons soient tracés, qu'on puisse flécher. Merci. Troisième point. Et quatrième point, il y a eu la campagne Glidden aussi. Le maire d'Asnières a demandé à ce que cette campagne de pub ne soit pas diffusée dans sa ville. Et c'est une initiative qui a été signée par plus de 200 élus, il me semble, d'Île-de-France.
et par des maires adjoints. Ça a été... c'est que cette campagne. Oui, Gliden, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, et en plus un argumentaire qui était intelligent sur le fait que, au fond, c'était contraire au Code civil. Bref, telles ont été les initiatives à Asnières, quelques exemples concrets que je peux vous donner. Merci beaucoup. Louis, je vais encore. Louis, pardon. Je vous passe la parole. Donc, encore une fois, vous êtes l'auteur de ce petit essai Retrouver l'histoire qui nous invite à replonger précisément, à nous replonger dans notre histoire et notre passé pour nous redéfinir et nous redire à nous-mêmes qui nous sommes, si j'ose dire, et pour, si je puis dire, repartir au combat. Pouvez-vous nous indiquer ce que cela veut dire, si j'ose dire, pour la droite, pour sa redéfinition et pour sa remise en marche, si j'ose dire, dans la perspective des années qui viennent? Bien, merci pour cette proposition, mais c'est très ambitieux, donc je doute qu'à l'issue de quelques minutes de prise de parole, nous ayons tous des pistes certaines et simplement à s'y mettre. Néanmoins, j'articulerai mon propos en deux temps, et il y en aura peut-être un troisième, on verra où nous en sommes. En commençant par le culturel et en continuant sur le politique. Parce qu'en réalité, je crois qu'il y a entre le culturel et le politique à la fois une tension et une fécondité qui sont extrêmement importantes à comprendre l'une avec l'autre. Alors tout d'abord, justement, cette dimension culturelle. Comme l'a dit tout à l'heure Mathieu Bock-Côté, depuis les années 60, en réalité, le travail a commencé naturellement en amont, dans certaines élites. Une certaine contre-culture, une certaine idée de contre-culture a acquis en réalité une position hégémonique et est devenue la culture dominante. Donc la culture des minorités, en tout cas dite telle, une sorte de transposition de l'ancien marxisme du côté du strictement culturel, avec des nuances bien sûr, parce que le marxisme a continué à vivre à côté, donc on a pu assister, notamment je pense en 81, à quelque chose d'assez étonnant en France. François Mitterrand qui arrivait avec des vétéro-marxistes, si je puis dire, et également des Jack Lang. Je le cite lui, mais il n'est pas plus forcément damnable que les autres, mais néanmoins avec cette bipolarité du combat culturel et du combat marxiste-social habituel. Alors ce que nous constatons, c'est qu'en réalité, depuis un peu plus longtemps que la Manif pour tous, qui en est plus une sorte d'épiphanie que l'élément déclencheur, mais donc peut-être, je sais pas, je dirais une vingtaine d'années, une certaine culture, alors certains diront conservatrice, d'autres diront pire, réactionnaire. On pourrait tout simplement dire, d'ailleurs, quelque part de droite, puisqu'en France, c'est notre terminologie habituelle, qui nous évite justement d'ailleurs de dire conservateur, ce qui n'est pas plus mal, à certains égards. Vaste débat. Mais une certaine culture dans ce sens-là, et des intellectuels qui vont dans le sens d'une incarnation, d'un enracinement qui peut d'ailleurs être une condition de nouveauté, non pas forcément un enracinement qui est une fin en soi. Donc depuis 20 ans, une certaine culture dite de droite se met en place. Et je crois que le risque est que cette culture devienne une contre-culture. Ce serait extrêmement simple et extrêmement confortable en fait de jouer le jeu du combat des minorités les unes avec les autres pour que soit reconnue une certaine, disons, un certain précaré dans la société. Il me semble au contraire que l'intérêt de porter un certain nombre de principes, un certain nombre d'idées qui sont incarnées, qui s'inscrivent dans une histoire et qui ne veulent pas se fonder sur la tabula rasa, eh bien l'intérêt, c'est que ça ne devienne pas une contre-culture. Sans quoi nous aurons, et d'ailleurs, certains politiques auraient intérêt à jouer cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y aurait, je ne sais pas, les musulmans, les homosexuels, les cathos, c'est déjà un petit peu ça, les maçons, que sais-je. Et puis, il faudrait simplement faire une sorte de voie médiane entre tout ça. Et finalement, on se retrouverait, encore une fois, positionné comme une sorte d'outsider. Et je crois que depuis la Révolution française, et ce lieu à la fois m'enchante et me terrorise, en voyant notamment
tous ces bonnets phrygiens. Depuis la Révolution française, on a beaucoup fait pour que précisément un certain élément de la société qui se définit par une forme de conservatisme et en France de manière corrélée, ça a souvent un attachement aux principes chrétiens, soit un outsider. Donc ne devenons pas à nouveau des outsiders en se réfugiant dans la contre-culture et en ne nous posant jamais la question de la redescente vers la masse. Et là-dessus, d'ailleurs, Sens commun est sans doute une des réponses possibles de réenracinement. Il y en a sans doute d'autres, mais c'est une réponse qui elle mérite d'être déjà exister. Alors, comment du coup devenir une culture ? Oui, d'abord, je voulais prendre un exemple. Je me disais justement en écoutant tout à l'heure Mathieu Bocoté, finalement, si on doit prendre deux exemples d'hommes de droite avec des principes fortement marqués et bien positionnés. Et je pensais à Joseph de Maistre, voire à en fait toute la tradition contre-révolutionnaire intellectuelle, qui ont porté des beaux fruits intellectuels à certains égards. Au bout d'un moment d'ailleurs, je crois que le maurassisme est certainement le moment où la contre-révolution devient une contre-culture, où fondamentalement elle n'est plus assimilable et elle ne peut plus assimiler l'élément extérieur. Donc la caricature de la contre-révolution, c'est sa transformation en courant maurassien qui apporte des structurations intellectuelles ici ou là intéressantes. Je ne suis pas en train de dire que toute la tradition contre-révolutionnaire serait à jeter aux oubliettes et qu'il faudrait uniquement reprendre les logiciels des autres. Néanmoins, lorsque ça se dévoie dans l'action française des années 20-30, et bien à ce moment-là, ça y est, on sort du champ et on est très content parce qu'il y a une pureté de principe qui en fait devient folle, car également dans l'auto-engendrement. Et pour moi, le contre-modèle de cette évolution entre Joseph de Maistre et Charles Maurras, ça peut être une autre famille qui est très lectrice de Joseph de Maistre, c'est par exemple la famille de Gaulle. Quoi qu'on pense du bilan politique ou d'ailleurs à de nombreux égards du général de Gaulle, l'homme de Gaulle est quelqu'un qui est fondé sur des principes fondamentalement de droite, qui je crois n'a pas une once, à part peut-être quelques lueurs sionistes, n'a pas une once de coloration intellectuelle de gauche, et qui parvient à proposer un projet qui embrasse la France dans toutes ses aspirations, et qui parvient même justement à assumer une tradition révolutionnaire qui n'est pas la sienne, une tradition républicaine qui n'est pas fondamentalement la sienne, quoi qu'on en dise, et finalement à proposer une synthèse, mais une synthèse par le haut, pas une synthèse par une déclaration à Toulon sur l'immigration, une déclaration ici sur ça, et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette dimension d'une culture qui embrasse, et c'est en cela d'ailleurs à mon avis que l'histoire est un lieu décisif de toute refondation culturelle, puisque à l'inverse d'autres sciences humaines ou d'autres disciplines plutôt, parce que sciences humaines ici ça a une connotation un petit peu différente, l'histoire force à tout prendre. De la même manière que notre histoire personnelle nécessite qu'on l'embrasse totalement pour être des hommes et des femmes libres. Si on a des zones d'ombre dans notre histoire qu'on rejette, ou alors à l'inverse, des zones de notre histoire qu'on veut absolument exalter au détriment des autres, on se rend bien compte qu'en fait notre liberté est comme blessée, que notre capacité d'action en fait laisse des choses sous le tapis qui ne peuvent pas être des vrais moteurs d'action. Et bien de la même manière, pour une nation comme la France, pour une ère civilisationnelle comme l'Occident, l'histoire force à embrasser, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faille tomber dans un syncrétisme ou que Marcuse doive avoir la même place d'honneur que Joseph de Maistre, pour revenir à lui. J'aurai toujours une préférence pour l'un ou l'autre. Il n'empêche qu'il y a comme une dimension écuménique dans l'histoire qui permet certainement d'échapper à certaines dialectiques mortifères comme par exemple, identité nationale. Alors est-ce que c'est une identité reçue ? Est-ce que c'est une identité construite ? Eh bien, plutôt que de poser forcément la question en termes est-ce que je suis de souche, pas de souche ? Eh bien, est-ce que je reçois l'histoire de France ? Et est-ce que je veux la recevoir ? Alors, François-Xavier Bellamy a très bien montré comment on avait tout fait pour que ça ne se produise pas, cette réception d'un héritage. Donc là-dessus, n'ayant aucune naïveté, je ne suis pas en train de dire que ça serait si simple que ça en a l'air. Néanmoins, je crois qu'il y a là une dimension importante du combat culturel à droite, donc cette transformation en culture et non pas en contre-culture par l'assomption du tout.
Et là, je crois, pour répondre un petit peu à cette question du Front National, qu'il y a un enjeu fort. Car lorsqu'on laisse à un groupe, quel qu'il soit, l'apanage du discours sur la France, de symboles, républicains ou non d'ailleurs, on reviendra là sur la République à la fin. J'ai combien de temps d'ailleurs ? 10 minutes. Lorsqu'on laisse finalement à un groupe, quel qu'il soit, une sorte de monopole sur... Et d'ailleurs, on peut se dire finalement qu'il y a deux monopoles actuellement. Il y a un monopole républicain à gauche, et il y a un monopole national au Front National. Et puis entre les deux, il y a toute une droite qui doit prendre un peu des deux côtés, de manière pas très claire, entre un coup de l'universel, un coup du très particulier. Alors non, la cantine, on mangera tous du porc, mais d'un autre côté, oui, vive les droits de l'homme. Quelque chose de pas très clair. Mais si on se réapproprie pleinement l'histoire et qu'on le dit, et qu'en fait, et je crois que c'était d'ailleurs une des alchimies de la campagne de 2007 pour Nicolas Sarkozy. Quoi qu'on pense après de son mandat, qu'on puisse être déçu ou satisfait, que sais-je. Mais la campagne de 2007, c'était le réenchantement d'un discours sur la France. Et avec une nouveauté malgré tout, un héritage qui était assumé, mais sous une forme nouvelle. Alors une fois que ces bases culturelles sont posées, on se rend compte fondamentalement que le politique a quelque chose à voir avec ce qui n'est pas le marchand, l'économique, le passager, et que si on attend de la droite effectivement qu'elle soit une bonne gestionnaire, puisque la gauche n'a même pas ce mérite, il n'en demeure pas moins que le politique doit trouver une nouvelle place à droite. Et c'est un petit peu le deuxième temps de ce que je voudrais dire, qui sera beaucoup plus rapide. Souvent, nourri de l'idée finalement que nos cultures enracinées, qu'elles soient de coloration chrétienne ou autre, mais souvent sous nos latitudes de coloration chrétienne, donc nourri de cette idée qu'elles devaient être des contre-cultures et finalement on les cultivait dans notre petite sphère familiale, au mieux à la paroisse ou dans je ne sais quel AFC, au pire dans son salon, et bien finalement on a surinvesti un champ économique en se disant là au moins on pourra faire quelque chose, de la même manière que certains aristocrates au XIXe siècle ont cessé d'aller en politique pour aller vers l'armée, puisque ça permettait de ne pas servir la République, et bien comme s'il y avait eu finalement un pas supplémentaire se franchir en disant n'allons même plus dans le champ du public, allons tout de suite vers l'économique parce qu'au moins on aura de quoi vivre, on fera pas mal d'enfants et notre contre-culture se développera entre nous et on mettra nos gamins au scout d'Europe et tout ira très bien. Et je dis ça sans aucune, parce que ça peut être très noble de le faire, hein, d'ailleurs, à certains moments ça a sans doute sauvé des pans entiers de la société française. Mais il n'en demeure pas moins qu'en réalité, ce faisant, on a développé l'idée qu'il y avait une primauté de l'économique dans nos sociétés. Alors il est certain que l'économique fait énormément, et je regrette beaucoup que des cursus comme le mien, ancien cagneux, agrégé d'histoire, en soient à peu près des brels en économie, si vous me permettez une expression triviale. Mais malgré cela, je crois, et là-dessus Pierre Manant m'a été vraiment d'un précieux secours en explicitant ça, qu'il faut réhabiliter la primauté du politique. Non pour dire qu'il faudrait que l'État contrôle tout, pas du tout le politique au sens étatique jacobin, un politique qui soit subsidiaire, qui parte du local, selon les principes de la doctrine sociale de l'Église, qu'on n'a pas besoin de rappeler à l'Institut Thomas More. Mais je crois en disant finalement le politique doit être l'adaptation parce que une chose est de retrouver le réel comme le propose Sens commun, une autre est de dire qu'il faut s'adapter au réel, et le réel c'est l'économique. Et d'ailleurs l'homme providentiel en principe en France c'est le chef d'entreprise qui ne parvient jamais à conquérir le pouvoir d'ailleurs. Il faudrait se poser la question. Et nous citoyens a fait long feu, qui était le dernier avatar, je sais pas. Mais au début on l'entendait beaucoup, et encore une fois ça a déçu un petit peu, alors que tout le monde se disait voilà, ça y est, un nouveau mouvement. Et je crois qu'en disant qu'il y a une primauté du politique et que la société civile c'est du politique, on répondra ici aussi au Front National. Car le Front National finalement propose une caricature de la primauté du politique en disant on peut renverser la table, on peut tout changer. C'est le même processus d'ailleurs que Podemos en Espagne, on peut tout faire. Nous pouvons. D'ailleurs, Ségolène Royal avait eu un instant comme ça dans le débat de 2007, je me souviens, où elle disait si je pourrais le faire, Monsieur Sarkozy, à partir de choses qui étaient totalement absurdes. Mais si la droite dite parlementaire, dite républicaine, parvient à dire oui,
nous posons une primauté du politique. Oui, en Europe, nous voudrons non pas le règne de la gouvernance technocratique et technique, mais refonder un projet politique, peut-être à une échelle restreinte, mais en tout cas un projet politique. Si c'est pareil à l'ensemble des échelles en France, alors là, il y aura une réponse forte également au Front National. Parce qu'un Front National qui a le monopole de l'identité et du politique ne peut que être en position dominante. Voilà, donc je vais peut-être conclure très brièvement par le débat actuel autour du vocable républicain qui, je crois, en fait, va être peut-être une pierre d'achoppement ou alors, au contraire, une grande maison où tous pourront se rassembler, mais il va falloir faire très attention. Parce que le simple terme de république nous projette ou bien vers l'universel désincarné, les valeurs républicaines de Najat Vallaud-Belkacem, pour ainsi dire, héritière de toute une ligne, ou bien vers quelque chose qui dit que le bien commun, la chose publique, la chose commune, a une primauté sur les intérêts individuels. Non pas l'intérêt général, mais le bien commun, chose différente. Et République peut porter cette coloration-là. Et je crois que c'est à nous de dire qu'il n'y aura de républicain que s'il y a une acceptation et une assomption de la France totale telle qu'elle est et qu'on n'oppose pas républicain à français. Voilà. Alors on ne va pas sans doute proposer de changer le nom en je ne sais quoi, mais de dire il n'y aura une droite républicaine que dans la mesure où il y aura une droite fondamentalement française, incarnée, une France ouverte et généreuse, mais une France fière d'elle. Voilà. Merci. Bien, écoutez, je vais vous remercier tous les trois pour ces échanges passionnants. Je vous propose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'applaudir nos intervenants. Et j'espère que nous avons maintenant le socle pour reconstruire et préparer les 2 années qui viennent, le socle à la fois intellectuel et le socle pratique. Merci à vous et bonne journée. Merci.